Eh bien voilà, bonjour, bienvenue dans ce Diagonale Actualité spécial Championnat du Monde. Bonjour Éloi. Bonjour Stéphane, bonjour à tous, bienvenue sur Diagonale. Alors on est dans une super actualité puisque c'est enfin le Championnat du Monde Éloi qu'on attendait tous depuis presque 13 ans, puisque depuis que Kasparov a quitté la FIDE en 93, le fameux match Kasparov-Short, et il y avait le match parallèle Timan-Karpov, il y a une confusion totale dans le monde des échecs et ça y est, la réunification se fait entre le vainqueur de Kasparov-Kramnik et Topalov. Oui, alors donc effectivement, il y a eu le match Kasparov-Kramnik qui quand même avait poursuivi la lignée de la FIDE, c'est-à-dire que Kramnik avait battu Kasparov et donc pris le titre de champion du monde. Il a remis son titre en jeu contre Peter Leko, qui était un match un peu moins légitime dans la mesure où Peter Leko ne méritait pas nécessairement par des voies officielles son challenge contre Vladimir Kramnik. Cependant maintenant, là, Topalov a gagné à Saint-Louis en début d'année, il a gagné le championnat du monde FIDE, il est donc le challenger de Vladimir Kramnik. Et c'est un très très beau match qui vient de commencer. Alors, challenger, si on considère le légitime comme Kramnik, si on considère que le légitime c'est le titre FIDE, c'est Kramnik le challenger, à qui on reconnaît quand même le droit de jouer face à Topalov. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde sera d'accord pour considérer le vainqueur du match comme champion du monde, même si l'ombre de Kasparov planera toujours encore un peu sur ce championnat, puisqu'il s'est un peu retiré en disant qu'il se retirait aussi parce qu'il en avait marre, que on n'arrive pas à aboutir à cette réunification. Oui, je ne pense pas que Kasparov soit suffisamment pointu maintenant pour affronter un joueur comme Topalov, à mon avis. En tout cas, contre Kramnik déjà. Alors, contre Kramnik, c'est un autre problème parce qu'il a un problème pour jouer contre Kramnik, Garry Kasparov. Donc, ça, c'est un deuxième problème qui vient s'ajouter au premier, c'est qu'il est moins compétitif, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc, Garry Kasparov n'est plus vraiment forcément au top. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de partie. Mais on suppose que quand même, ça se perd. Les échecs, c'est difficile. Quand on arrête de jouer, quand on ne travaille plus, on joue moins bien. Donc on suppose que Kasparov n'est plus vraiment un candidat sérieux pour jouer ce genre de matchs qui sont quand même très très difficiles, pas réservés aux jeunes, mais bon quand même qui durent longtemps, qui sont très très durs en préparation, nerveusement c'est épuisant. Donc je ne suis pas sûr que Kasparov soit encore au niveau pour jouer ce genre de match. D'autant plus qu'effectivement, quand tu dis il ne joue plus, puisque maintenant Kasparov fait de la politique et il veut essayer de restaurer la démocratie en Russie, d'après ses propres dires, de battre Vladimir Poutine. Voilà. Je ne suis pas sûr que Chirac l'ait compris, puisqu'il a reçu Poutine, je crois, avant-hier, avec Angela Merkel. Il n'y avait pas Kasparov, il n'était pas invité. Bon, on verra. En attendant, c'est le match. Alors, ce match a lieu à Elista. Elista, c'est où? C'est la capitale de la Kalmoukie, c'est dans le Caucase. Donc, c'est pas loin de chez Kasparov, finalement, puisque c'est pas loin de l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Bakou, Bakou, je crois que c'est la capitale de l'Arménie, d'où vient Kasparov, surnommé à l'époque, toujours l'aigle de Bakou. Bakou n'est pas la capitale de l'Arménie. C'est pas là, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, la capitale de l'Arménie, c'est Yerevan. Il y a le championnat du monde junior qui va commencer. Tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est dans ce coin-là. C'est une petite république donc caucasienne, de langue mongole et de religion plutôt bouddhiste. D'ailleurs, j'ai vu ça. J'ai vu que, d'ailleurs, même Topalov et Kramnik ont reçu des offres de moines bouddhistes, j'ai vu ça, ils ont posé devant des temples, etc. Et le président de cette république, c'est aussi le président de la FIDE, c'est Kirsan Iluminov. Oui, le fameux Kirsan, qui a donc détrôné... qui a-t-il détrôné d'ailleurs? C'était pas Campomanes. Si. Voilà, il a battu Campomanes, il a succédé à Campomanes. C'est pas qu'il a battu, c'est que oui, Campomanes s'est désisté à sa faveur. Voilà. Donc ça fait des années qu'il est à la présidence de la FIDE, qui est donc l'institution majeure des échecs mondiaux, la Fédération internationale des échecs. Kirsan Iluminov qui mène sa barque à sa façon, c'est-à-dire qu'il rajoute beaucoup d'argent, qu'il fait des championnats du monde un peu plus spectaculaires avec ce système d'élimination directe, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a quand même été une... Mais qui a été abandonné. Qui a été une micro-révolution au moment où il a lancé. Non, mais je pense que c'était un bel essai, mais qui n'a pas été convaincant du tout. Moi, au départ, j'y croyais d'ailleurs aussi, mais bon, il s'est avéré que les champions du monde qui sortaient de ce système, si on parle des Kalisman, Kazimzanov ou autres Ponomariov, qui sont d'excellents joueurs par ailleurs, mais qui ne sont même pas dans le top 10, si vous voulez, ça fait un peu tâche, alors qu'on avait quand même l'habitude depuis Bobby Fischer d'avoir un des 2 ou 3 meilleurs du monde, consacré champion du monde. Donc maintenant, il a rebaptisé ce système, qui était quand même intéressant, Coupe du monde des échecs, ce qui est donc intéressant, et le championnat du monde est redevenu, ce qu'il aurait toujours dû rester, un beau système avec des matchs. Un beau système de matchs, sauf que c'est pas encore le cas. Non, alors tu vas trop vite, puisque Topalov est devenu champion du monde FIDE, donc par le choix de Kirsan Iluminov, à la suite d'un tournoi. Donc là, on est revenu à un système qui avait été utilisé une seule fois dans l'histoire, en 1948, où Botvinnik avait remporté un tournoi, puisque en fait, le champion sortant, Alexandre Alekhine, était mort quelques temps avant.
pendant la guerre 39-45. Et il y a eu ce tournoi, premier Botvinnik, je crois, et deuxième Braunstein, quelque chose comme ça. C'était la seule fois où le championnat du monde était désigné à l'issue d'un tournoi, et depuis il y avait des matchs. Et là on est revenu, enfin système match. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que médiatiquement et pour nous, c'est beaucoup plus clair un match. On a vraiment un challenger, le tenant, ou là ici les deux meilleurs du monde, ou considérés les deux meilleurs. C'est clair, on va avoir une vraie opposition de style. C'est 12 parties, donc c'est correct. On a été habitué à un match plus long. C'est rapide, hein, c'est un match au courant. C'était à Londres, je crois que c'était 14 parties, même c'est sûr, en 2000. Donc ça a été un peu réduit, et avant on avait même des matchs en 24 parties, ce qui était peut-être un peu long. Alors avant on avait des matchs premiers à 6 victoires. Il y avait aussi ça. C'était bien pire. Voilà, en tout cas voilà. Match de 6 mois, on y est, on va tout de suite voir des images, si on peut le montrer, voilà, de la Kalmoukie, avec la cérémonie d'ouverture de ce championnat du monde. Regardez, un très beau stade, avec ici des jeunes femmes kalmouks déguisées en pièces d'échecs. On reconnaît quoi là, je sais pas, il y a peut-être un fou. Oui, Kirsan Illuminov aime bien, c'est peut-être un fou, ça. Aime bien faire des belles cérémonies d'ouverture avec des échiquiers vivants. Il avait déjà fait ça pour les Olympiades de Bled. Il y avait eu un très bel échiquier vivant qui avait été animé là-bas. Donc effectivement, ils aiment bien commencer la cérémonie par des petites animations qui sont toujours fort sympathiques à regarder. Et là, ça se passait, Stéphane, c'est une particularité, dans un stade de foot. Voilà, c'est ça, c'est un stade de foot. On voit à l'arrière-plan d'ailleurs le public qui est dans les gradins. Alors on peut voir ensuite une deuxième image, justement, toujours, on voit bien que c'est un stade de foot, puisque là on a le fameux couloir où d'habitude eh bien, les joueurs de foot attendent pour rentrer sur le terrain. Donc on voit qu'ils sont en attente ils sont en attente. En tout cas, on voit Vladimir Kramnik qui ressemble plutôt à un boxeur qu'un joueur de foot ici, Stéphane. Vladimir Kramnik ressemble plutôt à un boxeur, j'ai l'impression. Il a l'air vraiment sûr de lui. Il arrive, il est concentré complètement. Je crois on me fait Chinarisi, on va te voir en incruste là tout de suite. On voit ici d'ailleurs que les joueurs tiennent ici la main à des jeunes filles kalmouks aussi. Alors qui sont les officiels? C'est Gert Gissen, l'arbitre international hollandais, voilà. Qui est sur la gauche, donc qui est l'arbitre de référence. C'est lui la star mondiale de l'arbitrage d'échecs. C'est lui qui rédige les règlements. Et celui tout à fait à droite celui tout à fait à droite est un inconnu, en tout cas je ne le connais pas. C'est un personnage. Il est peut-être, il doit être arbitre assistant très probablement. C'est là qu'on voit que Kramnik est grand quand même. Oui. Comparé à tout le monde, c'est lui le plus grand dans la photo. Alors on va passer à l'image suivante, super photo aussi, où on a les deux joueurs qui rentrent tels des stars de foot, tels des stars de je ne sais quoi, de rock, des rockstars devant le public. Qui rentrent sur le terrain. Des rockstars, c'est un peu exagéré, Stéphane. Ouais, c'est pas non plus un concert des Rolling Stones. Non, c'est deux joueurs qui sont deux adversaires qui arrivent sur le terrain. C'est la présentation des joueurs, donc ils sortent de leur couloir et ils arrivent sur la pelouse du match. C'est une très belle photo, je trouve en tout cas. Et alors on va voir enfin la dernière image qui est... Non, pas la dernière, encore une image. Alors cette fois c'est sur le banc de touche. Voilà, donc on voit bien à gauche le fameux inconnu, ensuite Gert Gissen, notre fameux arbitre, Kramnik, Kirsan Illuminov, Topalov et Florencio Campomanes, qui est toujours président honoraire de la Fédération internationale des échecs. Donc il est toujours invité par Kirsan Illuminov en général à tous les événements protocolaires. Florencio Campomanes qui est une machine à gagner des élections, donc qui conseille toujours Kirsan Illuminov pour ses élections à la FIDE. Et enfin, image suivante, voilà, conférence de presse. Après la première partie. Après la première donc on partie. vous laisse imaginer le résultat en voyant la tête des deux joueurs. Voilà. Donc peut-être, en tout cas, on va en parler tout de suite. Voilà, donc conférence de presse. Belle photo aussi. On voit un Topalov assez concentré, il regarde un peu dans le vide. Et Kramnik, qui a l'air, ma foi, assez content, mais peut-être parce qu'il pense que ce soir, il va peut-être aller au cinéma. Voilà, donc voilà pour ces quelques photos de présentation. Alors, on va voir évidemment maintenant cette première partie. Alors, le tirage au sort a désigné les blancs pour Kramnik. Alors, est-ce un avantage, est-ce un inconvénient? Alors, c'est une question intéressante. Le point d'entrée du match, c'est pas la partie la plus importante. C'est-à-dire que, si, c'est une partie très importante, la première partie, puisque ça va donner un peu le rythme du match. Mais néanmoins, ce qui est quand même très important, c'est d'avoir les blancs dans la dernière partie. Parce que si on est dos au mur obligé de gagner, eh bien, on préfère largement jouer avec les pièces blanches
parce qu'on a le premier coup, on a de meilleures chances de gain, on a l'initiative, et donc c'est mieux. Donc quand on a les noirs dans la première, on a les blancs dans la dernière, puisqu'on va jouer 6 fois avec les blancs, 6 fois avec les noirs dans ce match. Donc, avantage Topalov pour la fin du championnat, mais désavantage peut-être un petit peu s'il n'arrive pas à s'en sortir dans cette première partie, ça risque de lui casser le moral un petit peu. Mais Topalov est un joueur qui a un moral d'acier quand même. Alors on y va, cette première partie, entrée de match, donc ce fameux championnat du monde unifié que tout le monde attendait depuis très longtemps. Kramnik va enclencher les débats donc avec les blancs face à Topalov et il démarre, donc ça c'est très important puisque en général dans un match quand on choisit une ouverture on va s'y tenir le plus longtemps possible, donc on peut faire des variations mais souvent c'est peut-être pour même des fois pour prendre des jours de repos parce que l'adversaire veut pas trop rentrer dans des choses qu'il n'a pas trop prévues, mais là tout de suite on voit que Kramnik ne varie pas, pareil que contre Kasparov, il joue des 4. Oui, alors Vladimir Kramnik a une énorme expérience du coup de l'avancée du pion dame, du coup D4 ou de jouer cavalier F3. Il ne joue que très rarement E4. Il l'a joué avec des succès relativement faibles, c'est-à-dire que ça ne lui réussit pas. Son style est bien en accord avec le coup de l'avancée du pion dame, D4. Donc Vladimir Kramnik qui joue son coup favori et c'est tout à fait naturel. Maintenant, ce qui est très intéressant de voir, c'est la réponse de Topalov, parce que Topalov joue une multitude d'ouvertures qui vont du gambit dame sérieux, en passant par la Nimzo, jusqu'à la Benoni, voire l'Est indienne de temps en temps. Donc Topalov a un choix illimité pratiquement de variantes à sa disposition quand il a les pièces noires. Donc c'est surtout là qu'était la question. Le fait que Kramnik joue des 4 ne représente pas vraiment une surprise. Mais d'ailleurs, on va se poser la question dès la deuxième partie où Kramnik aura les blancs, c'est-à-dire eh bien, lors de la troisième partie, on verra si Topalov joue la même ouverture ou va imprimer sur ce match peut-être une nouvelle façon de jouer un des matchs, c'est-à-dire peut-être de changer à chaque fois pour éviter justement tout type de préparation et mettre l'adversaire en position de critique. Alors changer à chaque fois, Stéphane, ça n'a jamais été utilisé sérieusement par un candidat au championnat du monde. Voilà, mais est-ce que Topalov ne serait pas capable de ça? Topalov est peu expérimenté en match. Bon, il a quand même dû évidemment étudier les grands matchs de l'histoire. Il n'est pas idiot puisqu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il va donc développer une stratégie intéressante, fidèle à son style de combattant. Maintenant, effectivement, je pense quand même qu'il devrait s'orienter vers le choix d'une ouverture. C'est-à-dire qu'il va continuer à jouer la même chose dans les parties à venir. On verra. Qui verra. Au moment où on parle, on ne le sait pas. Alors, cavalier F6, voilà la réponse de Topalov. Alors, on peut dire, Éloi, que c'est la réponse la plus souple face à D4, puisque ça permet tous les types de variantes. On peut encore jouer les gambits dames à base de D5. On peut encore jouer les variantes indiennes à base de G6. On peut même envisager parfois de jouer le coup C5, rentrer dans des systèmes de type Benoni, voire Gambit Benko pour les blancs après en poussant le pion B5. Donc c'est le coup le plus souple puisque quasiment tout le temps, dans les parties de pion dame, on va sortir le cavalier F6. Et essentiellement, je pense qu'on peut le dire, c'est pour contrôler cette case. E4. Oui, c'est pour roquer rapidement, sortir une pièce, tous les avantages d'un coup d'ouverture, c'est certain. Maintenant, effectivement, là, c'est pas une question de souplesse, c'est que simplement, en jouant cavalier F6, bon, il sait ce qu'il va jouer, mais il l'annonce pas tout de suite. Enfin, on sait pas, qu'il veut se garder un maximum d'options, parce que là, on est dans les premiers coups, les deux joueurs savent exactement ce qu'ils veulent faire, donc cavalier F6, normalement, devrait se passer de commentaires. Donc, C4 classique, je pense qu'à ce niveau-là, c'est le coup le plus usité. Les deux en prennent le centre, sortent leurs pièces, donc tout ça est très logique. Voilà, les deux pions qui contrôlent ici des cases centrales. Ah, pas ici, non, mais ici. Voilà. Ensuite, voilà, donc le coup, voilà, donc là c'est déjà une décision, donc ça ne sera pas une variante de type indienne, ça ne sera pas une variante de type Grunfeld, ça sera une variante de type soit Gambit dame avec des 5. Une remarque peut-être pour la réalisation, je pense qu'on peut enlever l'incrustation parce que ça coupe une petite partie de l'échiquier, donc ça sera quand même plus lisible. Bien sûr. Sans l'incrustation. Tout à fait. Donc ici, effectivement, plusieurs options pour les blancs. Donc après E6, on peut développer le cavalier en C3, ce qui est normal, mais ça permet fou B4, la défense Nimzovich, que Kramnik n'a pas l'habitude, c'est-à-dire que évidemment il connaît très bien, mais il joue son coup favori, qui est cavalier F3, le coup pour éviter cette défense Nimzovich. Maintenant, si le fou vient en B4 pour faire échec, eh bien on interpose notre fou tout simplement. Tout simplement, voilà. On veut pas ce cavalier est très fort en C3, c'est ça qu'il faut comprendre dans ce genre de système, c'est que le cavalier B1 occupe un poste très intéressant en C3. Parce qu'il est derrière les pions et il aide au contrôle des cases blanches. Voilà, des cases blanches centrales, donc on ne veut pas laisser au noir l'opportunité d'aller échanger contre ce fou. D'accord. Mais la partie est très très compliquée, très intéressante, donc on va passer sur l'ouverture, qu'on a déjà pu commenter probablement dans d'autres émissions diagonales. D5, un gambit dame. Voilà, on rentre dans quelque chose qui ressemble à un gambit dame. Voilà, maintenant si Vladimir Kramnik joue cavalier C3, c'est un gambit dame.
c'est un gambit dame, c'est-à-dire qu'on peut jouer fou au 7, et c'est totalement le gambit dame super classique, des centaines de milliers de parties, très très solide pour les noirs. Mais Kramnik évite et joue la catalane, avec ce petit coup G3, voilà. Ce qu'on appelle la partie catalane. On peut mettre le fou en G2, donc où il occupera la grande diagonale, ce qui est toujours intéressant. Alors catalane, c'est quoi? C'est le joueur catalan qui aurait joué ça en premier? Je ne sais pas d'où ça vient, non, je n'ai pas la moindre idée de l'historique du nom de la variante. Mais de tout le monde, que G3 est un coup que Vladimir Kramnik évidemment a déjà joué. C'est pas son coup préféré, normalement il joue plutôt KSC3. Donc peut-être qu'il a été surpris par le choix de Veselin Topalov, qui s'est dit je vais jouer une catalane tranquille en attendant de bien réviser mon gambit dame. Oui, d'accord, pour les parties suivantes. Pour les parties suivantes. D'accord, ça peut se jouer aussi comme ça. À mon avis, la catalane ne sera pas l'arme principale de Vladimir Kramnik dans les autres parties. Alors, oula. Il y a eu prise ici, normal, hein, on prend maintenant le pion, puisque comme on a donné l'adresse du fou, déjà on ne va pas reprendre ce pion avec le fou. Donc ça peut être intéressant de prendre. Alors c'est-à-dire que c'est l'inconvénient majeur de cette catalane, hein. Oui. C'est-à-dire que le fou est très bien placé en G2, mais malheureusement le pion C4 se retrouve en prise. Voilà. Donc Topalov, qui n'est pas du genre à se dégonfler, joue la variante critique, donc une des variantes critiques, des prend C4. Il y a d'autres possibilités, mais celle-là est extrêmement tendue, extrêmement pointue, comme on va le voir tout de suite. Alors notez que les blancs pourraient récupérer le pion tout de suite, hein, évidemment. Dame à 4, échec. Et ensuite on prendrait le pion, mais peut-être que la dame serait mal placée sur cette case ici. Non, c'est un grand coup qui existe, hein, on est dans la théorie, effectivement. Les blancs peuvent aller reprendre ce pion C4, mais ça donne aux noirs beaucoup d'opportunités de développement rapide, puisqu'on perd du temps avec la dame. Ouais, c'est ça. Donc on va perdre 3 temps avec la dame, et les noirs vont sortir leurs pièces. On pourrait déjà sortir le fou par exemple, pour contrer l'échec, et ensuite peut-être placer ce fou en C6 pour contrecarrer le fou G2. Alors ça, c'est pas le plan principal, hein. On peut regarder possibilité. Juste sur dame à 4 échec. On joue effectivement plutôt KD7. Oui, oui. KD7. Dame prend C4. KD7. Dame prend C4. A6. Ça, c'est une possibilité pour préparer B5 et fou B7. Et l'autre option sur dame à 4 échec, je crois que c'est C6 qui doit être aussi jouable. Aussi principal. Dame prend C4, B5. Fou D7, non. Dame. Fou D7, non, on peut pas. Alors, que s'est-il passé? Il ne faut pas toucher toutes les pièces, c'est pour ça. c'est rien. Voilà. C'est la remise en route. Hein, voilà. C'est la remise en route. Exactement. Petites anicroches tactiques donc avec l'ordinateur. On disait donc sur dame 4 sur fou D7, ouais, c'est peut-être pas. Ouais, fou D7. Peut-être que le fou est mal placé. C'est un développement un peu spécial. Ouais. Non, il vaut mieux le mettre sur la grande diagonale en B7. Il vaut mieux le mettre ici. Voilà, et faire les possibilités qu'on a montrées. En tout cas, c'est pas le coup qu'a choisi Kramnik. C'est le simple coup de développement fou G2, donc bon, mais le pion, on s'en occupera plus tard. Hein. Oui, la menace, le plan pour récupérer le pion maintenant, c'est cavalier E5, le cavalier qui vient sur la case centrale, qui libère le fou G2, puisque maintenant la diagonale sera libre, et le cavalier E5 se prépare à prendre le pion C4. C'est-à-dire que le fait qu'on ait ouvert la diagonale du fou G2 fait qu'il n'y a plus de B7, B5, puisque la tour A8 sera en prise. Donc ça, c'est le standard. On essaie de ne pas prendre le pion C4 avec la dame, mais plutôt avec le cavalier. Alors, Topalov choisit maintenant le coup logique aussi de développement avec gain de temps, échec. Hein, normal, on fait échec. Donc le coup normal maintenant, c'est d'interposer une pièce, évidemment. Alors, on l'avait dit tout à l'heure, il vaut mieux éviter le cavalier, puisqu'avec le cavalier, on aimera bien contrôler les cases blanches ici, sans doute, en cavalier C3, pour soutenir la force du fou. Oui, je pense que Vladimir Kramnik n'a pas voulu jouer KSC3, probablement parce que ça doit permettre aux noirs de s'accrocher au pion C4. Je ne sais pas exactement comment. Peut-être des trucs à base de B5 immédiatement et le cavalier qui vient en D5. Ça pourrait être des choses comme ça. En tout cas, il doit y avoir un problème tactique pour ne pas jouer KSC3 ici. Alors fou D2, logique. Et là, A5. Donc on protège le fou, tout simplement. Et on dit, mais si tu me prends, eh bien, je reprends le pion et je commence à avoir 2 pions ici. Il est assez menaçant. Oui, en plus, au passage, on a ouvert la colonne pour la tour A8. Qui se développera. Et cette tour peut aussi, effectivement, avoir une action si on prend. Donc c'est logique. Tout ça est très normal. Donc développement normal de dame. Alors, non, je ne dirais pas Stéphane développement normal de dame. Je dirais simplement urgence pour aller récupérer ce pion. Oui, il ne faut pas trop traîner. Les Veselin Topalov menaçaient C6 suivi de B5. C'est-à-dire installer C6, 2 pions en C6 et B5. B5. Et ensuite, on pouvait toujours s'accrocher pour aller récupérer le matériel. Donc il est temps d'y aller. Notons que sur B5, dans cette position, alors, imaginons B5. Voilà, B5 ici, il y aurait soit cavalier E5 suivi de A4, soit A4 directement. Donc A4 qui casserait, si évidemment on ne peut pas prendre avec les noirs, parce que alors là on aurait 2
paire de pions doublés qui seraient des faiblesses énormes. Bah surtout, j'ai l'impression que ça perdrait du matériel rapidement, c'est pas sûr. Enfin, c'est probable que ça perdrait du matériel rapidement après cavalier E5, dame prend A4 et le fou B4 en prise. Et après la menace évidemment c'est de jouer cavalier E5, Voilà. attaquant la tour en même temps, faisant pression sur Donc le pion. ici on a un gros problème, donc il faut jouer C6 dans cette position. Faisant pression sur la case C6. Après A4, il faut jouer C6 maintenant. C6. Et ici, eh bien, il semblerait que pion prend B5 pose un énorme problème. On prend B5. Puisqu'on ne peut pas reprendre à cause de fou prend B4. Alors voyons, Donc, fou l'ouvrage. prend, voilà, donc c'est l'astuce. Fou prend. Maintenant, évidemment, si on prend ici, évidemment, la tour empêche la reprise, puisque sur Voilà, prend, pion prend, on perdrait la tour. Tour prend tour. Et ici, Et donc, nous avons mais on peut tour faire un en échec dans le intermédiaire. On peut jouer fou prend fou échec intermédiaire. Alors, si d'avant. on fait d'abord fou prend échec, Et là, on Et peut on- prendre avec le cavalier F, tout simplement. avec ce cavalier, Voilà. voilà. Et là, le fou empêche le pion de bouger, donc ce pion n'est pas reprenable. Donc là, c'est avantage blanc. On a réussi à récupérer Ouais, le c'est pion gros, avec... c'est énorme avantage blanc, parce qu'on va prendre en C6 et on va prendre en C4. Donc on va gagner du matériel, On on va- a un meilleur développement. Donc ici, c'est pas acceptable pour Topalov. Donc il faut faire attention avec quel cavalier on reprend toujours. C'est Effectivement, pas- là, on aurait pu effectivement. se dire le coup normal, c'est on développe la pièce, mais non. Il vaut mieux prendre de l'autre. Celui-là, il se développera plus tard en C3 probablement. Mais c'est surtout, Stéphane, quelque chose de très très tactique, c'est pour effectuer ce clouage sur le pion C6. Voilà, alors dame C2. Donc dame C2, urgence pour Vladimir Kramnik qui veut récupérer son pion. B5 n'est pas possible comme on vient de le voir. Donc il faut prendre en D2, c'est ce que fait Topalov. Alors c'est pas il faut prendre en D2, mais il décide de prendre en D2. ouais. C'est Il une décide de prendre en possibilité, D2. c'est une Qui est, possibilité. qui est vraiment très intéressante parce que comme on va le voir... Parce qu'il veut s'accrocher au pion quand même. Voilà, après cavalier B prend D2, maintenant il peut jouer B5. Alors fou prend, et là, Kramnik donc prend De la dame. Alors, Et non c'est- pas du cavalier. C'est ça qui est intéressant. S'il avait pris du cavalier B, Alors s'il avait pris deux sous-cavaliers, voilà, qui est le coup logique de développement, et bien maintenant il y a B5. voilà, et là on protège le pion. Et c'est plus du tout pareil parce qu'après A4, on va refaire exactement la même variante Stéphane. Alors imaginons A4, A4, C6, donc C6 pour protéger. pion prend B5 maintenant. Alors, pion prend B5. Mais là, on voit que les fous ne sont plus là et qu'on a déjà pris de l'autre cavalier. Donc on peut maintenant, reprendre. On fait pion prend. Et cavalier E5 est inopérant. hein. Et on arrive dans une position compliquée, mais où les blancs doivent se battre parce qu'ils ont quand même un pion de moins. Il suffit de jouer la tour par exemple en Voilà, A7. tour A7. Il y a de l'initiative, hein, Et évidemment. ensuite cette tour pourra peut-être venir même en C7, protéger encore une fois ce pion. Ne nous emballons pas, toujours. Enfin ouais, faut pas s'emballer, mais De toute façon, on a pris un pion. voilà, Aux blancs maintenant de montrer qu'ils ont quelque chose comme compensation. tout à fait. Donc on prend de la dame. Voilà. Donc il a choisi de prendre la dame, et du coup ce pion n'est pas attaqué toujours. hein. Donc Exactement. ennui pour Kramnik. Donc là, Topalov choisit un coup sharp, Un coup, vous voyez, le plus pointu, le plus compliqué. C6. Il aurait pu se contenter de jouer petit roc, par exemple, mais il a décidé de jouer C6 Avec pour l'idée- s'accrocher au pion C4. l'idée Il veut B5, hein. s'accrocher. On veut s'accrocher au pion, pour l'instant ce pion n'est pas attaqué, et si je garde le pion, mais un pion est un pion, donc Kramnik commence à avoir des soucis pour récupérer son pion. A noter que le fou G2 n'est pas si puissant que ça, puisqu'il peut toujours être bloqué par le cavalier F6 qui viendrait sur la case D5. Ce cavalier viendrait ici Voilà, pour ce case bloquer qui la fait- puissance de ce fou, le cas échéant. Ça, c'est une idée récurrente hein, dans cette position, c'est-à-dire que le fou G2, il y a deux solutions pour le contrer. Soit on enlève tout ce qu'il y a sur la diagonale, c'est-à-dire on va bouger la tour à 8 et on ne met plus rien sur la diagonale, soit on bouche avec le coup cavalier D5. Alors, A4, alors logique, ça c'est logique, il veut prévenir un Kramnik avec ce coup, il prévient la poussée B5, mais il va quand même le jouer Topalov. Voilà, il prévient, mais pas contre Topalov. Donc Voilà. B5 maintenant. Ah c'est tendu quand même, hein. Oui, exactement. C'est super tendu tout de suite, on est au 8e coup, 9e coup, et on voit que Topalov, il joue à fond. Là, il faut noter, Stéphane, vous voyez, ça se confirmera au cours de cette partie. Topalov a une stratégie de match, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je crois qu'il va jamais faire nul. Il va jamais faire nul. Ouais, il va C'est-à-dire qu'il va jouer toutes les parties à fond, à fond. il va essayer de à la l'épuiser différence peut-être. de Kasparov. Il va essayer de l'épuiser, il va la jouer physique. Au Il va la jouer physique, mais, ouais. Ouais, il va la jouer physique un il va peu jouer- à la il veut boxing. fatiguer Vladimir Kramnik. Il sait que Vladimir a quelques petits soucis a eu quelques petits soucis de santé. Ouais. Que bon, il peut jouer là-dessus, et il sait aussi que lui, eh bien, c'est un. Donc il a- Veselin Topalov est très endurant, il fait énormément de sport, et donc il espère que malgré la durée courte du match, eh ben, il va pouvoir faire la différence. donc ça va être le boxing c'est ça. de l'esprit, c'est ça? Exactement. Paf! Et donc est-ce que le Kramnik va pouvoir tenir le rythme? Est-ce que Kramnik a une condition physique Et bien ça, on va le découvrir, Vladimir Kramnik. Parce que c'est sûr que les nuls rapides joués, enfin favori. rapidement Vladimir joués, en 12 coups, en 14 coups, bon mais c'est bien, ça permet de se reposer. Mais si l'adversaire en face veut pas se reposer, comme par exemple typiquement Topalov, il se eh bien on repose peut pas. Donc du coup, il va falloir aussi jouer sur le physique, et ça c'est peut-être nouveau. Ça Oui. c'est peut-être nouveau, parce que même peut-être Kasparov a démarré ça. Mais avant Kasparov, on jouait uniquement quasiment que scientifique. Même Fischer, c'était pas
forcément, même si c'était un joueur évidemment fantastique, mais il ne jouait pas clairement sur cette dimension-là. Kasparov a commencé à jouer un peu sur cette dimension-là, c'est-à-dire physique aussi, un petit peu. Mais par exemple, dans son match contre Kramnik, il a aussi fait une ou deux parties pas forcément super combatives. En tout cas, au moins une, dont je me rappelle. Il a fait beaucoup de nuls rapides, Garry Kasparov. Et puis ça, c'est peut-être alors qu'il était mené au score. Enfin, il n'arrivait pas à passer, hein, il était complètement débordé. Peut-être qu'il n'a pas aussi joué ce côté-là physique qui aurait pu épuiser l'adversaire. C'est un style extrêmement difficile à faire. C'est-à-dire que Veselin Topalov, dans toutes les parties qu'il a jouées cette année, eh bien, il ne fait pas nul, quoi. C'est-à-dire que la position, il peut être un peu moins bien, ou ça peut être super compliqué, il peut faire nul. Jamais il prend la nulle. Toujours, il va chercher un coup pour continuer le combat, une opportunité, faire des pièges. Et d'autant plus que les règles corses ont commencé à être diffusées, notamment à Sofia, le grand tournoi de Sofia que joue Topalov évidemment en tant que meilleur joueur bulgare, où on n'a pas le droit de faire nul en fait. La nulle ne peut être décidée que par l'arbitre en fait. Par l'arbitre, oui, tout à fait. Mais alors Topalov joue toujours ses parties à fond, alors que Vladimir Kramnik, lui, accepte la nulle régulièrement. Alors on revient à la suite de cette partie punching de Topalov qui s'accroche à son pion de plus. Donc ici, évidemment, donc l'idée c'était de défendre, et avec A4, évidemment, Kramnik voulait un peu attaquer déjà préventivement ce défenseur. Ici, la ligne est forcée, Stéphane, c'est-à-dire que Vladimir Kramnik n'a qu'une seule solution pour récupérer le pion immédiatement, la ligne qu'il a choisie, parce que si on laisse un ou deux coups de plus au noir... Est-ce qu'on ne peut pas jouer un coup comme cavalier E5? C'est la question que je me pose, moi, tout de suite, parce que ici, on fait pression sur le pion C6 avec le fou et le cavalier, et en même temps, on menace maintenant de prendre en B5, puisque le fou prendrait la tour à 8. Alors, exactement, donc là, on est dans une situation où le fou G2 se réveille, fortement, donc il est temps de l'intercepter, et il n'y a pas d'autre solution, puisque là on ne peut pas jouer tour A7 à cause de cavalier prend pion C6, donc la seule solution c'est d'interposer le cavalier et de jouer cavalier D5. Et donc on boucherait, voilà, ça serait l'idée, c'est qu'on boucherait le fou, et le problème reste entier pour les blancs, le pion est bien protégé. Exactement. Voilà. Donc on n'a pas résolu, et si on joue E4 pour chasser le cavalier... Celui-ci ira en B4, une très très bonne case. Le cavalier ira ici, et surtout ce pion bouchera le fou. Voilà, exactement. Donc il y aura souci. Donc prise en B5, tout simplement, d'abord pour Kramnik. Pion prend. Et maintenant la petite pointe, c'est Dame G5, un coup venu de nulle part. Voilà le coup de Kramnik. L'attaque double. Voilà ce qu'il avait vu, bravo, bien joué Kramnik. Donc c'était encore théorique. Hein. C'était l'idée de... Oui, mais c'est quand même bien joué. Oui. C'était l'idée de Dame D2, de la prise de la Dame, évidemment, c'est cette fameuse attaque double. Maintenant, on attaque à la fois le pion G7 et le pion B5. Heureusement qu'il y a ça. Évidemment, si les Noirs avaient fait le petit roc, eh bien, les Noirs ici n'auraient plus qu'à défendre ce pion, par exemple, par Dame B6. Et là, il y aurait vraiment gros souci pour les Blancs, avec un gros pion de moins. Énorme souci, oui. Un gros pion de moins. Mais là, il va récupérer son pion. Alors évidemment, pour les Noirs, ça paraît hors de propos de laisser ce pion G7, puisque là, le roi noir n'aurait plus de défense. Le roi blanc, lui, aurait une très très belle cachette ici. Là, c'est une montagne en roc complètement inviolable, un coffre-fort. Et par contre, le roi noir va après subir une attaque très certainement violente. Donc il ne faut pas laisser se faire démolir le roc. Donc il va falloir lâcher ce pion. Oui, signalons, Stéphane, quelque chose. Il y a une sorte de transformation qui se passe dans la position. C'est-à-dire que les blancs avaient sorti plus de pièces que les noirs. Ils avaient sorti fou, cavalier et dame au coup précédent. Hein, quand on revient dans la position après dame D2, on voit qu'ici on a sorti 2 pièces de plus et on a le trait. C'est-à-dire on a sorti la dame et le fou et c'est à nous de jouer. En revanche, on a un pion de moins. Donc maintenant, il y a une conversion de temps en matériel. Oui, ce qui est très très classique, très thématique. Très classique donc on voit que les blancs vont perdre beaucoup de temps pour aller récupérer le pion qu'ils ont de moins. Et en contrepartie, les noirs vont récupérer leur développement. Donc c'est ce qui va se passer dans le prochain coup. Dame G5, l'attaque double. Attaque double. Petit roc très logique pour défendre le pion G7. Et là, il faut reprendre tout de suite. Et maintenant, il faut reprendre B5. Donc les blancs ont pris de temps. Et là, on voit que c'est au noir de jouer maintenant, que le nombre de pièces sorties est équilibré. C'est-à-dire qu'il y a petit roc et cavalier F6 pour les noirs, cavalier F3 et fou G2 pour les blancs. Juste la dame blanche est en B5, mais c'est au noir de jouer. Et cette dame blanche en B5 est un peu fébrile. Donc en fait, au niveau du développement maintenant, c'est les noirs qui ont pris l'initiative. Mais les blancs ont un avantage puisqu'ils ont le centre, ils ont un pion de plus au centre, et les pions noirs sont encore un peu faibles. Les pions A5 et C4 sont en prise quand même. Alors on voit que la suite c'est fou A6. Fou A6, c'est l'authentique nouveauté de Veselin Topalov. Il y a eu une seule partie avant qui était Gretchuk avec les blancs contre un joueur russe assez obscur qui avait joué cavalier A6. Donc là, fou A6, c'est la nouveauté de Topalov. Avec une petite pointe, d'ailleurs, Stéphane. Oui, parce que là, on a l'impression que le pion A5 est en prise. Exactement. Il est attaqué par la tour, par la dame, et il n'y a que la dame noire qui protège, mais
Il y a aussi la tour en transparence. Alors, il y a une pointe tactique, variante très importante et fondamentale. La pointe de ce coup fou A6, c'est que sur Dame prend A5, Alors on va le voir. on va le regarder. Alors non. Non, il n'a pas joué Dame prend A5, Pardon. justement. Vladimir Kramnik a joué autre chose. On va regarder la variante Dame prend A5. Et ici, le coup très très fort, c'est fou B7. Et en fait, on revient avec le fou. Voilà, et cette un fois, petit on retour. attaque avec la tour. On attaque la dame et la tour par derrière. Donc Voilà. ça force l'échange des dames. Ça force l'échange des dames. Donc Dame prend Dame, c'est obligatoire. Mais qui a l'air suffisant. Donc, dame prend dame. Tour prend tour maintenant. On sacrifie la dame. En fait, mais on sacrifie la c'est dame. momentané. Tour prend tour. C'est momentané ici. Dans ce cas-là, il faut prendre Donc- la tour avec échec sans doute. Oui, c'est ça, Dame prend tour échec. Alors, on alors, peut regarder au si- passage Dame B6. Ouais, mais si on enlève la dame, on va perdre ça. Ensuite, ça va tomber. Non, ça ne tombe pas, c'est défendu par le fou. Mais alors sur D'accord. Dame Ah. B6, Sur dame B6. on fait tour prend bien échec, Oh, évidemment, échec. roi D2. Roi D2. Et là, il y a une astuce, c'est C3 échecs. Oh, superbe. C3 échecs qui gagne la dame en fait, tout simplement. C'est énorme. Sur roi prend C3, on effectue la fourchette cavalier D5 Ah, échec. c'est ça, la fourchette ici, tac, qui attaquerait le roi et la dame. Imaginons, roi prend, ici, il y aurait fourchette, Voilà. et on récupère la dame. C'est énorme. Et sinon, et le roi n'a pas beaucoup de cases. Le parce roi n'a que pas beaucoup de si- cases. s'il Bah, va sur roi C2, il y a tour prend B2. sur roi C2, il y a Tour- même fou tour- E4. Oui, fou E4 qui est apparemment. encore plus grave. Fou E4, échec. Échec Voilà. au roi. Puisque là, si le roi bouge, eh bien, on prendrait avec échec, et ensuite on prendrait la dame. Et même thème, sur roi prend pion C3, il y a cavalier D5 sur roi fourchette. prend, il y aurait fourchette. Voilà, c'est énorme. Donc en fait, tout a été Donc, calculé. tout a été calculé. Dame B6 ne marche pas, hein, C'est vous le pouvez petit coup, vérifier tranquillement. mais c'est le fameux pion C4 depuis le début. Oui, le petit coup C3 qui... C'est un qui fait poison tous les ce cas. truc-là. C'est un vrai poison. En tout cas, c'est une belle pointe. Donc si on revient 2 coups avant, Alors, si on revient. Tac, tac. voilà, la dame est en D8. Donc ici, il faut prendre la tour. on est obligé de jouer dame prend tour. Donc, avec échec, mais qui a Avec l'air échec. suffisant, puisque Et il y a un pion de plus pour les blancs ici, après roi prend. on reprend. Voilà. Petit roc. Imaginons petit roc. Donc, il faut protéger le cavalier, évidemment. Donc, Voilà. petit roc était forcé, ou roi D2 à la limite. Mais Et, c'était- ma- il ouais. y avait des échecs possibles, donc c'était embêtant. Donc, petit roc. Et maintenant, dans cette position, le simple coup tour A2, attaque le pion B2, qui donne une position extrêmement équilibrée, puisqu'on voit que les noirs... Il va tomber. Voilà, le pion va tomber. Les noirs tiennent le centre, hein, on voit que le fou B7 et le cavalier F6 tiennent bien les cases E4 et D5. Le pion C4 va être passé, il est faible mais il va être passé. Donc ici c'est une position équilibrée à peu près. D'accord. Alors, on Donc ça c'est revient. la pointe du coup fou A6 de Veselin Topalov. Voilà, c'est la pointe du coup x6. Et c'est pourquoi Kramnik a joué le coup dame A4, voilà, et qui n'a pas pris ici. Il a senti venir souffler le vent, notre ami Kramnik. Il a dû calculer tout ça, évidemment. Oui, il a calculé, il a réfléchi assez longtemps pour jouer dame A4. Ici il s'est dit, bon bah, je conserve quand même mon avantage, je ne permets pas à Veselin Topalov d'entrer en finale. Je vais jouer probablement cavalier E5, je vais préparer cavalier E5. Je vais également essayer de récupérer le pion C4 au passage avec K et BD. Donc voilà tout ce que c'est dit. Ici, Veselin... non, Vladimir Kramnik. Oui, bien sûr. Donc dame A4. Alors ensuite, dame B6. Hein, donc, logique, hein, un développement de dame sur une case sympa, puisqu'elle attaque ici un pion arriéré, qui en plus donc, est contrôlé, dont les cases d'avancée sont contrôlées par un pion, donc très difficile à défendre. Ça fait la pression tout de suite. Dame B6, un coup extrêmement logique, effectivement, qui met la pression également sur le pion D4, qui développe une pièce, qui attaque le pion B2. Bien sûr. Et Donc Kramnik un coup aux choisit, multiples fonctions. Kramnik choisit de même pas prêter attention à ce pion, et donc il rock. Oui, il n'y avait pas vraiment de défense satisfaisante du pion B2 de toute façon. C'était trop Oui, il y avait des, passif. il y avait des ennuis tactiques, hein, parce que les Noirs ont sorti beaucoup de pièces et ça risque d'exploser d'une seconde à l'autre. Donc ici, il était temps pour Vladimir Kramnik de mettre le roi à l'abri. Et là, Topalov se sert, pouf. Et voilà, c'est son truc. Lui, quand il y a des pions, il les prend. Il ne refuse jamais ce genre de proposition. Voilà, donc il prend le pion et attaque le pion E2 au passage. il veut s'accrocher. En tout cas, c'est typique le genre de variante. Borderline, il faut démontrer qu'on a raison, que ce soit du côté blanc ou du côté noir. Alors c'est borderline, pourquoi? Parce qu'on voit quand même qu'il y a toujours un risque énorme. La tour A8, elle n'est pas défendue. Si le cavalier bouge, la tour est attaquée. Donc ça donne des thèmes tactiques. Ça donne tes tactiques. Il faut voir également que si on laisse aller le long terme, les pions vont commencer à avancer, les pions E4, D5. On va se faire piquer nos faiblesses. Donc ici, il y a gros danger sur le long terme pour Veselin Topalov. C'est extrêmement tendu ici, voilà. Extrêmement tendu. Et il va quand même chercher ce pion B2. A noter que la dame occupe quand même un poste assez important ici. Elle attaque le pion E2, met la pression sur la tour A1 un petit peu, et attaque le pion D4 également, qui est défendu pour le moment. Mais la dame occupe un poste très intéressant qui malheureusement n'est pas très sécurisé, puisque quand même bien dans le camp des blancs. Oui, c'est vrai, tout à fait. Un endroit où elle peut être chassée assez vite, par exemple par tour A2. Tour A2. Mais Kramnik choisit tout simplement un développement logique,
avec très sans doute, je dis n'importe quoi moi. Ouais, très sans doute, une menace assez nette qui est donc tour AB1 suivi de tour FC1 qui gagne la dame. On peut montrer, imaginons que les noirs jouent par exemple KD7, un coup logique de développement. Bon, maintenant, il y aurait problème puisqu'il y aurait tour AB1 par exemple, et la dame est attaquée. Et sur dame C3, elle serait prise. FC1. Elle serait prise. Il n'y a plus de cases. Elle est prise. On peut faire le tour de la boutique. Tout est contrôlé, la dame ne pourrait pas aller là, ni là, ni là, ni là. La tour est défendue, et puis là, il n'y a plus de cases. Là, c'est protégé par le cavalier. Elle serait prise, la dame. Là, c'est protégé par le cavalier aussi. Elle serait prise. Un enfermement au centre de l'échiquier, assez rare, mais quand même très joli. Et ennuyeux. Alors, donc il faut faire attention, et donc c'est pourquoi Topalov laisse pas Kramnik respirer. En jouant fou B5, très joli coup, attaque la dame, et en plus, on voit bien que cette dame, à part revenir en D1, ce qui serait un peu passif, eh bien, doit proposer un échange. Il faut échanger la dame, quoi, très certainement. Alors, si on était contraint d'échanger les dames, ça poserait un problème. C'est-à-dire, si le seul coup était dame à 3, c'est la menace. On aurait vraiment un problème. Évidemment, Vladimir Kramnik a vu une parade à ce coup fou B5 qui a l'air très très fort. Puisque, comme tu l'as dit, Stéphane attaque la dame qui n'a pas beaucoup de cases. En plus, on vient de défendre le pion A5, donc il n'y a plus de dame prend A5, puisque le fou n'intercepte plus la tour sur cette case. Donc ici, gros problème, mais heureusement, Vladimir Kramnik a vu, il a joué cavalier prend pion C4, contre-attaque. Et point de tactique, pas simple, hein, parce que on peut imaginer un coup... Attaque la dame B2. Imaginons un coup comme dame C3, non ça ne marche pas, il faut garder le fou. Hein, voilà, le problème c'est que la dame est en train de défendre le fou. Ouais, il faut protéger le fou évidemment. Donc, il n'y a pas le choix. En fait. Autre option, quand vous avez comme ça la dame de votre adversaire qui est attaquée et votre dame qui est attaquée, le réflexe c'est de donner la dame avec un coup intermédiaire sur une grosse pièce. Ouais. Donc le réflexe serait de jouer dame prend 1 ici, dans cette position. Ça marche pas. Mais ça ne marche pas parce qu'il peut justement reprendre avec la dame. Sinon ça gagnerait une qualité. C'est-à-dire que si la réponse était dame prend B5, la pièce attaquée, ou tour prend dame, on jouerait fou prend B5, on gagnerait une qualité. Tout à fait. Donc ici ça ne marche pas simplement parce que la dame peut venir reprendre. Exactement. Donc le réflexe classique qui est de donner sa dame contre une pièce majeure ne marche pas. Oui. Donc ici... Ou alors avec échec. Ou alors avec échec. Mais encore là la dame est défendue, donc le fou serait pris à la fin. Donc de toute façon il n'y a pas d'échec, donc il n'y a pas le choix, et donc Topalov choisit d'échanger les dames par fou prend dame. Oui. Et cavalier prend dame. Voilà, ça c'était séquence forcée. Maintenant on arrive dans une position compliquée où Veselin Topalov doit choisir où il va replacer son fou. Si on peut faire des remarques générales sur cette position, c'est que le pion A est passé. Donc c'est un pion passé. Donc il faut l'arrêter puisqu'il menace de pousser jusqu'au bout. À long terme, il ira à dame. À long terme, il peut menacer de faire dame. Les blancs maintenant, eux, ont le centre. C'est-à-dire qu'ils ont deux pions contre un dans le centre. Tout à fait. Donc ça, c'est l'avantage des blancs. Ouais. Ils ont des pièces mieux développées. C'est-à-dire qu'ils ont sorti une pièce de plus. Le cavalier noir est encore en B8. Menace cavalier E5. Même si le cavalier B2 n'est pas forcément... Hein. Le cavalier B2 n'est pas au top pour l'instant, mais il bloque le pion A quand même. Et puis il attaque le fou aussi. Donc il peut ressortir en C4 puis B6, il peut être assez pénible. Donc ici une position complètement balancée où Veselin Topalov doit choisir entre deux coups, un fou B5 qui attaquera le pion E2 qui mettra un peu la pression. Puis et fou C6 qui contrera ce fou G2. Alors ça attaque le 2, fou B5, et aussi ça domine le cavalier. Ça domine un peu le cavalier, léger. Un petit peu. C'est-à-dire qu'il finira quand même par s'en sortir. Oui, il finira par s'en sortir. Il va sortir en A4, mais en tout cas, il est sous contrôle. Il peut pas s'échapper ou faire des choses non prévues. Donc en regardant cette position en direct, Stéphane, j'étais vraiment pas sûr de l'évaluation. Pour moi, c'est une position très très équilibrée. Voilà, alors quand même, pour les blancs, on va quand même noter, il y a quand même le contrôle du centre. Hein. On va dire que là, il y a le fou quand même qui va contrôler par transparence les cases blanches. Les cases noires sont contrôlées. Donc il y a quand même ce contrôle du centre. Mais en échange, évidemment, il y a ce pion passé qui est quand même une vraie plaie et dont il va falloir s'occuper sérieusement. Donc fou B5. Là, attaque le pion E2. Voilà, donc ici un coup logique de développement pour Kramnik pour déployer ses pièces. Cavalier E5, à la fois un contrôle un petit peu les cases de sortie de ce cavalier par exemple, et aussi tout de suite gagne du temps sur la tour. Il faut que la tour réagisse. Bon, un coup logique de Topalov, je pense, pour la suite. C'est tour A7, tour A7, classique. Pas mieux. Un petit coup simplement pour éviter le fou. La tour est attaquée, il faut bouger la tour, voilà. Puisqu'on ne pouvait rien interposer. Notons que l'interception cavalier D5 ici ne faisait plus vraiment de sens. Oui, cavalier D5. Avant de jouer tour A7, puisque maintenant ça laisse Vladimir Kramnik jouer E4 puis D5. On peut le signaler, oui, cavalier D5. Alors d'abord bouger la tour F1 bien sûr. On jouerait la tour et ensuite... On prépare E4 puis D5 avec un pion passé central qui sera bien plus pénible à gérer que le pion A5 qui pour l'instant... On va regarder la variante par exemple, peut-être sur tour E1, ici il y aurait peut-être fou prend E2. Qui est quand même embêtant. C'est jouable aussi. Hein. C'est juste. C'est jouable, mais peut-être tour E1. Peut-être tour E1, plus simplement. Peut-être tour E1 ici aussi, possible. Oui.
avec l'idée de jouer E4. E4 puis D5. Voilà, enfin, position tendue. C'est tendu. Bon, tour A7 était un coup, il y a plusieurs coups possibles. Enfin, c'est aussi une histoire de style hein, et de calcul. Hein. Bon, il faut que les joueurs aussi, indépendamment de la valeur intrinsèque des positions, les joueurs ont des styles. Il y a des positions qu'ils préfèrent, il y a des pièces qu'ils préfèrent manier. Par exemple, Kasparov disait qu'il préfère les fous. Comme 90% des forts joueurs. C'est vrai, les forts joueurs aiment bien les fous. Ça c'est clair. Mais après, bon, il y a certains types de positions. Je me rappelle d'un livre sur Fischer notamment, qui montrait typiquement les positions, les types de positions ou de structures de pions en tout cas, qu'affectionnait Bobby Fischer. Oui, mais Bobby Fischer est connu pour être un joueur universel, capable de jouer n'importe quel type de position, dans n'importe quel état d'esprit, donc pour le gain, pour la nulle, de toujours chercher le meilleur coup. Donc on ne peut pas vraiment parler de style pour Bobby Fischer, puisqu'il jouait indifféremment les bons coups dans toutes les positions. En revanche, on peut parler d'un style Topalov. Ça c'est certain. On peut vraiment parler d'un style Topalov et d'un style Kramnik. Topalov, c'est tout pour l'initiative, tout pour l'attaque, et le style Kramnik, c'est le rouleau compresseur, les pièces qui sortent, le prise du centre, la paire de fous, tous les petits, la mise en valeur de micro-avantage. Voilà, exactement. Un peu à la Siegbert Tarrasch. C'est ça. Hein, le fameux précepteur germanais. Historiquement, c'est ça. Voilà. Donc il y a deux styles qui s'affrontent, mais ici on est dans une position où c'est pas nécessairement une question de style, c'est plutôt une question de calcul. Les joueurs calculent, trouvent les bons coups et les jouent. Alors, fou F3. Défense du pion E2. On défend le pion E2 tout simplement, et puis le fou est bien ici aussi, il contrôle un peu plus de cases hein, sur ce côté-là. Bon, ça sert pas à grand-chose, tu me diras ici. Hein. Mais bon, c'est une sortie ça laisse un peu d'air au roi aussi. Hein. Bah, on défend le pion E2. Il fallait surtout défendre ce pion, donc il n'y a pas d'autre idée que de défendre ce pion. Voilà, parce qu'il ne voulait pas mettre sa tour en E1 sans doute, il veut la mettre en C1. C'est ça, exactement. Il ne voulait pas immobiliser une tour pour défendre un pion. Topalov, classique aussi, sort ses pièces. Voilà, la dernière pièce qu'il ne jouait pas, hein, classique. Voilà. Double avantage pour ce coup cavalier BD7. Le premier, c'est effectivement de libérer la tour F8, qui maintenant va pouvoir aller soit sur la case A8, soit sur la case C8. Enfin, il pouvait déjà y aller, mais enfin, ça libère un peu la tour. Et l'autre avantage, c'est que ça attaque directement la pièce blanche la plus forte, qui est donc ce cavalier en E5. On menace de l'échanger. On menace clairement cavalier prend E5, puisqu'après pion prend, on jouerait cavalier D5. Et maintenant, bel avantage pour Topalov, dans le cas où on arrive justement à éliminer un peu la force centrale. Donc ici un coup extrêmement logique, on va faire un peu le ménage parmi toutes ces flèches. KB7, le coup normal, donc double avantage, permet de sortir la tour F8 et permet d'essayer d'échanger la pièce forte des blancs. Voilà, pendant que j'ai eu un petit problème de micro. Donc tout de suite après, Kramnik, donc maintenant lui, a déployé mais sa pièce aussi qui est mal placée, c'est ce cavalier B2. Donc on voit là c'est une manœuvre de pièce, hein, vraiment de développement. Dernier développement ici pour Topalov, comme tu viens de le signaler. Et là, cavalier. Non, qu'est-ce que je dis ? Non, il a mis de l'autre cavalier. Ah oui, pardon, cavalier E-C4. Voilà. Cavalier E-C4. Tout à fait. C'est un choix, il ne veut pas laisser l'échange des cavaliers. Je crois qu'il déplaçait l'autre. Il veut continuer à garder son cavalier B2 pour le moment, pour la case A4. Oui. Il contrôle cette case A4. Il évite l'échange des cavaliers, donc il remet son cavalier ici, et il attaque le pion A5. Hein. Donc en fait, ces deux cavaliers se défendent mutuellement et contrôlent les deux cases du pion passé noir. Donc pour le moment, une formation logique de la part de Vladimir Kramnik. On notera que Topalov ne peut pas jouer tour A8 puisqu'elle serait en prise par le fou. Tout à fait. Donc impossible de défendre le pion par ce moyen-là. Donc Veselin Topalov est obligé de trouver des moyens détournés maintenant de défendre son pion A5. Alors, tour B8. Logique. La dernière pièce qui ne jouait pas, là aussi. Alors il faut signaler évidemment la pointe, ce qui se passerait sur cavalier prend pion A5. Alors, que se passerait-il sur cavalier prend pion A5 ? Donc, tout simplement, peut-être. Ici, voilà, il y a fou prend E2 qui est tout à fait normal, qui est donc une sorte de découverte. Hein, la tour B8 qui va se réveiller pour aller prendre le cavalier B2. Et là, cette tour ensuite prend dans le cavalier en fait. Voilà, donc on a sorti le fou. Notons qu'on a perdu notre fou contre un cavalier. Après, fou prend fou, tour prend cavalier. Fou prend fou. Tour prend B2. Tour prend B2. Donc on a donné notre fou, mais en revanche on a cassé complètement la structure de pion blanche. Maintenant qu'il n'y a plus de pion E, le pion D se retrouve isolé. Ouais. La position des noirs extrêmement solide, plutôt un petit avantage noir dans cette position. En tout cas une position que Veselin Topalov se serait régalé à jouer, ou alors ils auraient fait nul tout de suite. Ouais, une autre option. Plutôt nul. Donc ici, Vladimir Kramnik qui joue pour le gain, tout simplement. Il ne veut pas permettre d'échange. Donc il fait tour FB1. Tour FB1, classique. Aussi. Mais là, il met la pression. Il réitère la menace de prendre le pion A5. On voit bien que les deux joueurs mettent en jeu toutes leurs dernières pièces qui ne jouaient pas, hein, là, de façon très très claire et très simple aussi, hein, finalement. Mais ici, il y a un problème pour Veselin Topalov, Stéphane, c'est que le pion A5 est très très dur à défendre. Maintenant, si on joue A4... Maintenant, il est en prise, puisque le cavalier est défendu. Hein, voilà. Donc l'option de jouer A4 ne marche pas non plus. Alors, imaginons, A4. Donc ici, je crois qu'il y a cavalier pour D6, protéger me avec le semble-t-il. fou, hein. Voilà,
pour protéger. Oui. Il pourrait y avoir cavalier D6, attaque le fou B5. Menace aussi, cavalier prend pion A4. Non, ne menace pas cavalier prend A4. Non, non, puisque la tour ici est défendue. Donc on menace juste de prendre... Par le cavalier. Ouais. On menace de prendre B5 et de jouer fou C6. On menace de prendre ici. Par exemple, imaginons que les noirs jouent un coup bidon. Alors dans ce cas-là, on pourrait peut-être prendre ici. Et sur tour prend, jouer fou C6. Avec un ennui. Avec probablement le gain du pion A4. On prendrait ce pion ensuite. Bon. D'une manière générale, rien n'est évident. Les noirs ont beaucoup de jeux, mais Topalov a trouvé un coup excellent, c'est le coup G5. Alors on le voit tout de suite, donc G5, voilà. Donc ça c'est un coup à la Topalov, un coup agressif. On crée la fameuse fenêtre dont on a besoin pour libérer le roi des éventuels mates du couloir. Ça peut toujours servir. Et là, il a trouvé un coup agressif. En fait, l'idée de ce coup G5, donc effectivement Stéphane, c'est de prendre de l'espace, de donner une case pour le roi comme tu viens de le signaler. Et aussi peut-être de menacer. De jouer G4 qui déplace le fou F3 et qui réitérera tous les problèmes qu'on a sur le pion E2. Voilà l'idée de G5. Donc maintenant sur cavalier prend A5, et bien évidemment, c'est très simple, on joue G4 et donc, on va prendre le pion E2 au coup d'après. On jouerait tout simplement G4, donc le cavalier ici protège le pion, le fou doit bouger et ensuite c'est le pion E2 qui sera en prise. Voilà, et là on aurait la belle position avec le pion isolé pour les blancs. Une défense indirecte. Une défense indirecte, G5. Donc là, Kramnik choisit un coup simple E3. Voilà, il se débarrasse définitivement du problème du pion E2. Voilà, donc maintenant il n'y a plus de pion E2, donc le problème est résolu. Les coups s'enchaînent ici. Topalov qui joue G4, toujours très content, Topalov dans cette section. Fou D1, logique. Fou D1. On garde, Kramnik se dit, mais finalement ce fou, maintenant il agit plus trop sur cette colonne, sur cette diagonale, pardon. Et il garde un œil sur le pion A4. Sur pion G4, pardon, immobilisant du coup le cavalier. Hein. C'est souvent l'idée. Comme ça, quand on est attaqué, garder un œil sur le pion avancé. Donc là... Donc exploitation immédiate de Veselin Topalov avec le coup fou C6. Et lui, il prend possession. Il prend cette grande diagonale. Il prend la diagonale qui a été lâchée par le fou. Voilà, ici, notons qu'au passage... C'est l'ennui de cette variante. On ne peut toujours pas prendre le pion A5, Stéphane, puisqu'après cavalier prend A5, il y aurait le coup fou E4. Alors sur cavalier prend A5, eh bien, oui, bravo. Fou E4 qui fait très mal. Attaque la tour. Et si la tour bouge, eh bien le cavalier B2 est en prise. Imaginons tour C1, qui est le seul coup, et le cavalier est en prise. Voilà, tout simplement. Donc il faut attaquer le défenseur. Donc il faut faire attention. D'ailleurs, c'est la menace, peut-être, de jouer fou E4. Fou E4, c'est un coup qui va prendre toutes les cases blanches. Bon, les pions blancs maintenant sont moins mobiles. Donc tout se joue sur ce pion A5. Est-ce que force ou faiblesse, hein, c'est toujours le débat. Quand on a un pion passé, eh bien, est-ce qu'il va être fort ou est-ce qu'il va être faible? Rien n'est clair. Alors, fou E4, tour C1. Très logique, on met la tour en vis-à-vis du fou. On prévient le coup fou E4, c'est-à-dire que la tour ne sera plus en prise quand il y aura fou E4. Donc, il y a vis-à-vis du fou, donc là on menace peut-être cavalier prend A5. On menace sans doute cavalier prend A5. Peut-être. Parce qu'attention, il y a quand même le cavalier qui est pris à la fin. Mais le fou C6 qui est attaqué. Il y a le fou qui sera attaqué, oui, tout à fait. Donc fou E4. Donc là, il enlève le fou de cette attaque. Et là, cavalier A4, donc ça c'est un joli coup de Kramnik. De cavalier bien joli là. Alors notons sur la quatrième rangée. Notons un petit replacement de ce cavalier qui était en B2, qui a fait son travail, hein, qui a bloqué le pion pendant un petit bout de temps, et qui maintenant ressort en A4 avec l'idée d'aller en C3. C'est une des idées de Vladimir Kramnik, c'est de jouer cavalier C3. Voilà. On l'a dit depuis le début, la case C3 est fondamentale pour le cavalier parce que c'est là qu'on contrôle les cases centrales importantes, les cases blanches centrales. Les cases blanches centrales, il contrôlerait ensuite ces cases-là, d'où l'idée de ce cavalier A4. C'est sûr que ce cavalier B2 n'était pas joli, hein. Ce cavalier ici, il n'était pas actif. Oui, c'était un peu le point faible de la position. D'ailleurs, on voulait le jouer tout de suite tout à l'heure, mais bon, Kramnik a choisi de le faire en plusieurs temps. A noter que la position est quand même toujours équilibrée, avec quand même une meilleure structure de pion pour Kramnik, même si elle n'est pas mobile. Mais sur le long terme, il y a quand même aussi ce problème-là, ce pion A5 qui est passé. Si on enlève toutes les pièces, la finale serait probablement favorable Si on enlève toutes les pièces, c'est-à-dire on garde plus que les rois. Ouais. Eh bien, c'est favorable pour le pion passé éloigné, normalement. Voilà, c'est favorable a priori pour ce pion-là. Mais bon, on anticipe un petit peu quand même, Stéphane. Voilà. Non, mais c'est pour parler du long terme, hein, donc. Du très très long terme. Très long terme. Ici, alors tour B4. Tour B4, évite cavalier C3 puisque maintenant le cavalier C4 serait en prise. Alors si on joue là, évidemment, le cavalier est en prise. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc ici. Kramnik choisit de jouer ce cavalier en D6, attaquant le fou. Donc là, c'est vraiment des manœuvres. Hein, ouais, on arrive dans une séquence extrêmement compliquée de la partie, avec le cavalier qui vient en D6, les cavaliers qui sautent un peu sur toutes les cases, le pion A5 qui est plus attaqué, on s'éloigne de l'attaque du pion A5, on contrôle, on le bloque, on ne sait pas trop. Enfin, ce passage de la partie est assez obscur et assez délicat à commenter, parce que les pièces vont un peu partout et c'est pas facile. Là, Topalov choisit
de proposer un échange de fou. Voilà, tout ça, il n'a pas peur. Parce qu'il va se dire, ce pion, si je prends le pion, ce pion-là sera très très fort, puisqu'il va tenir en respect le roi blanc. Donc c'est une espèce de clou planté dans le cercueil des blancs. Fidèle à son style, Topalov en met partout. Après fou prend F3, G prend F3. Fou prend F3, G prend F3. Il y a 2 faiblesses pour Topalov, le pion F3 et le pion A5. Faiblesse, voilà, si on donne 3 coups aux blancs, et ben les blancs ils jouent H3, G4, Roi H2, Roi G3. H3, G4, Roi H2, Roi G3, on gobe le pion. On va finir par manger le pion F3. Ouais. Donc ça c'est faible. Mais en même temps, comme il y a les deux qui sont faibles, il ne sait pas trop sur lequel jouer Vladimir Kramnik, lequel attaquer en premier et comment. Donc il se mélange les pinceaux en fait. Et effectivement, en fait, ça a aussi 2 avantages. C'est que le pion A, il peut toujours se mettre à aller à dame, et le pion F, il enferme le roi blanc dans une sorte de cage. Donc la position est devenue extrêmement compliquée. Cavalier C8 attaque la tour ici. Et des fois, peut faire peut-être des échecs intéressants, hein, toujours la menace des Bon, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de fourchette. Mais s'il y avait des pièces ici, évidemment, ça serait quasiment un gain tout de suite. Imaginons que l'autre tour, hein, si l'autre tour avait été dans le parage, pardon, je fais une erreur. Ouais, donc tour à 8, il a joué tour à 8. Donc tour à 8, logique. Tout simplement, attaque le cavalier. Là, cavalier E7, échec. Voilà, il se replace, Vladimir Kramnik, il ramène ses pièces. On ne sait pas trop où il va, hein, mais justement, c'est pour ça que je disais que ce passage est assez obscur. Mais on voit qu'il se replace très bien. Donc cavalier E7 échec, roi G7, cavalier C6 maintenant. Ça c'est une case intéressante, la case C6, parce que attaque la tour, attaque le pion A5 sans l'attaquer, mais met la pression sur le pion A5. Et en même temps, de temps en temps, si le cavalier D7 bouge, eh bien on se replace en E5 et on va prendre ce pion F3. Donc il a trouvé une case pas mal pour son cavalier, avec une manœuvre un peu longue et un peu fastidieuse, et finalement il est arrivé à quelque chose qui est un peu efficace. Alors là on va rentrer, on est dans une pré-fin de partie, on est toujours, on sort du milieu de jeu encore parce que les pièces se raréfient, et on va rentrer maintenant, après on va voir que jusqu'au bout, Topalov va chercher des chances de gain, et encore là, toujours avec ces manœuvres-là, et là on va rentrer, c'est pas facile à commenter, on va dire, c'est les coups qui les coups qui suivent, les coups déjà qu'on précédait, mais les coups qui suivent aussi. Ça reste des passades tactiques où les adversaires finalement essaient de placer au mieux leurs pièces. C'est ça, le combat il est là. Essayer de trouver les meilleures places quand même pour leurs pièces, essayer de mettre la pression maximum sur l'adversaire. Ça c'est un des problèmes, mais maintenant c'est assez tactique également. C'est tactique, une finale tactique. C'est tactique. Donc est-ce qu'on va réussir à prendre le pion? Est-ce qu'on va réussir à faire échec, profiter du roi blanc faible? Bon, tout est compliqué, quoi. C'est une finale compliquée, une finale d'attaque, quoi. Alors voyons comment ça se déroule. Donc cavalier C5 ici, Kramnik propose un échange de cavaliers. Évidemment, ça serait sans doute pas une bonne opération pour les noirs de prendre, parce qu'on pourrait prendre sans doute du pion, se créer un gros pion passé, là, puisqu'il serait déjà très avancé. Et surtout, on voit qu'après, le cavalier blanc revient sur la case D4, hein, maintenant nouvellement libéré, ou la case E5, peu importe, et on va prendre le pion F3 aussi. Et on va prendre ce pion en plus, ouais, bien sûr. Et on va pousser, et ça va être très dangereux. Ce n'est pas une option de jouer cavalier prend cavalier. Donc une tour derrière, et ça va perturber les tours adverses. Alors, évidemment, on ne comprend pas. Et on joue tour B5. Tour B5. Voilà, cavalier C5. Ici, tour B5 de Topalov. Coup qui défend le pion A5. Bon, et puis la tour était en prise. La tour était en prise, tout simplement. Donc là, maintenant, le fameux pion dont tu parlais, H3, il veut jouer sans doute G4, roi H2, roi G3, et prendre le pion. Voilà, exactement. Cavalier prend, tour prend, tour, et... Oui, et là, il n'a pas joué tour prend tour. Oui. Toujours... voilà. Ouais. Il aurait pu jouer tour prend tour, d'ailleurs. Exactement. Et là, il a joué tour B2, toujours actif sur la deuxième rangée, et attaquant notamment ce pion. Et ça, la deuxième rangée, très important pour les tours. Deuxième ou septième. Hein, notons que c'est un coup extrêmement responsable de la part de Topalov, parce qu'il donne son pion A5 quand même au passage. Il donne un pion, quoi. Il sacrifie un pion dans une finale. Donc c'est pas un concept évident. Bon, alors il a vu qu'il avait une nulle forcée, comme on va le voir dans la partie. Mais il a donné son meilleur pion. Il a un très fort pion ici qui fait pression sur le roi adverse, qui ne peut pas bouger. Et on va voir que les blancs ne vont pas pouvoir quitter la défense de ce pion-là, et ça va être très difficile pour eux. Tour échec. Regardons tout de suite la suite. Oui, tour G5, roi H6. Donc ça c'est un petit coup, je dirais, de déstabilisation. De déstabilisation au passage. On ne veut pas que le roi n'aille en F6. Donc il lui décale un peu son roi. Donc alors, ici, roi H6, normal. Voilà, tour point A5. Ensuite, maintenant, il prend le pion A5. Une sorte de pendulette. Échange de Topalov, il n'a pas peur. Et donc, on rentre maintenant dans une vraie finale classique avec un pion de moins. Hein. Alors, notons, Stéphane, qu'il ne fallait pas se tromper, il ne fallait pas jouer tour point A5. Ah oui. Non, on pouvait le faire. En fait, ça revenait à peu près au même. Après tour B1 échec, roi H2,
Tour F2, encore une fois. Et là, le pion est attaqué, on ne peut pas le défendre. Toujours, toujours la possibilité de nul forcé. Voilà, il faut revenir et il y a nul forcé par répétition. Exactement. À noter que Veselin Topalov peut encore tenter de jouer, comme on va le voir dans la partie. Mais là, on va assister à un tournant de la partie. Après, Cavalier prend A5. Cavalier prend A5. Cavalier E4. Cavalier E4. Et là, ça y est, le pion F2 est attaqué. On voit que voilà, il y a difficulté. Et il y a une grosse difficulté. Il y a un pion de plus pour les blancs. Hein. Il y a un pion de plus. Mais le pion est attaqué. Il y a une grosse pression noire. À noter que c'est l'unique faiblesse des blancs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on défend ce pion défend tout le reste. Oui, c'est vrai. Donc il n'y a que ça. Et le pion est défendu par le roi. Et ici, Kramnik rajoute une défense tour F1. Oui, mais c'est très passif. C'est très passif. Mais donc en fait, il faut dire que les noirs ne risquent rien dans cette position après qu'il y ait des deux. Mais peut-être que les blancs non plus. Tour C1, cavalier E4, on revient. Et Vladimir Kramnik est obligé de revenir également. Voilà. Donc là, il aurait pu faire nul, Topalov. Voilà, ouais, tout à fait. Là, la nulle, avec une nulle finalement. Bon, but de combat. On ne peut pas dire que Kramnik était non plus. On ne peut pas dire qu'il était sous pression particulièrement. Il a quand même tenu la partie correctement. Topalov a trouvé des jolis coups intéressants. Vladimir Kramnik, c'est quand même pas, le dernier des joueurs qui est censé se faire exploser dans toutes les parties. C'est clair. Non, Vladimir Kramnik a mis la pression également, Topalov aussi. Donc on arrive dans une finale avec un équilibre dynamique. Un pion de plus pour Vladimir Kramnik, mais nul forcé pour Topalov. Voilà, ce fameux pion ici qui immobilise complètement le roi adverse notamment, avec l'aide de ce fameux pion, donc très bien vu positionnellement d'avoir fait cet échange de fous. Oui, il faut noter que le cavalier Vladimir Kramnik est un peu dans les choux. Et il n'y a que ce cavalier finalement qui peut bouger, hein, finalement, il n'y a que lui. Mais ici, ce qui est incroyable, c'est que Topalov décide de jouer cette position, donc c'est pas encore incroyable, puisque pour l'instant, il ne gâte rien. Pour l'instant, ça n'a pas d'incidence. Et Kramnik n'a pas le choix, il n'a aucune seule pièce qui peut bouger, c'est le cavalier. Donc il va falloir qu'il trouve des coups, et il en trouve un facilement, cavalier C6. Bon, mais après, il faudra en trouver d'autres. Donc la quai C6, voilà. On va regarder un peu. Alors attaque de la tour, voilà, on bouge ça. On revient là, bon ça c'est un peu pour gagner du temps la pendule. Voilà, pour gagner du temps, pour démontrer qu'on peut faire nul aussi quand on veut. Voilà, je fais nul quand je veux de toute façon. Je fais nul quand je veux, exactement. Bon, je vais réfléchir. Mais Kramnik dit oui, mais moi aussi je fais nul quand je veux. Donc roi G6 pour Topalov. Cavalier D8, attaque. Hein, le pion E6, bon, petite attaque comme ça, petite tentative de déstabilisation. Hop, et bien Topalov choisit de défendre. Le pion E6, et donc il n'y a plus l'attaque déjà. Il n'y a plus l'attaque sur F2, mais maintenant le cavalier de Vladimir Kramnik en D8 est enfermé. Donc là, Kramnik choisit de sortir sa tour ici, évidemment, pour permettre à son cavalier notamment de ressortir et d'avoir des cases, puisqu'on voit que toutes les autres cases ici sont prises. Hein, tout est pris soit par la tour ici, voilà, soit par le roi. Donc il n'y aurait que cette case safe ici, sur cette case-là. Donc un pion de moins et Topalov qui joue toujours, maintenant qui envoie le pion H. Il envoie le bois, il essaie de créer des soucis au blanc. Et là, il y a plus vraiment de coups pour Vladimir Kramnik. Il n'a pas de coup là, il n'a pas de coup. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il pourrait pas jouer le coup tour C2 par exemple? Alors tour C2, Stéphane, il y a un énorme problème après tour C2. On peut le regarder. Ouais. Donc tour C2. Il y a une possibilité, donc tour B1, échec. Roi H2. Maintenant, il y a du tour F1 qui est possible. Alors, je ne sais pas si on le fait tout de suite parce que le pion aussi est en prise ou si on le prépare. Ça a l'air fort quand même. Ça a l'air assez fort. Ça a l'air fort parce que ce pion va être très fort quand même après. Hein. Les blancs ne vont pas pouvoir le prendre. On va peut-être même échanger les tours. Et bon, mais c'est sûr que les blancs auront aussi un pion passé. Bon, ça peut encore être défendu, mais disons la défense ici, la structure des blancs, hein, la base de la structure des blancs aura sauté. Oui, c'est ça en fait. Non, mais en fait, le gros problème dans cette position, Stéphane, après tour F1, si on fait cavalier prend E6, on prend avec le cavalier, non pas avec la tour. Et au programme, hein, cavalier revient au 4, le pion avance son F2 soutenu par ce cavalier, ouais. La tour se déplace et ensuite on est obligé de perdre une tour pour défendre. C'est horrible. Donc il ne faut pas donner le pion F2. Donc sur H5, eh bien Vladimir Kramnik n'a pas d'autre choix que de rester sur la première rangée, tour 1, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Et Topalov, il continue, il envoie H4. Voilà. Ça, c'est Topalov, le psychopathe, qui donne un deuxième pion en finale, alors que tout le monde connaît le proverbe, Stéphane, il n'y a pas de sacrifice de pion en finale. Ouais, mais il ne le donne pas, c'est pas vraiment donné, parce que c'est vrai que deux pions doublés sur la colonne H, c'est extrêmement faible. C'est vrai qu'il va le récupérer. Il va récupérer facilement. Donc pion prend H4. Il y avait aussi G4 qui était possible, mais la position était égale. Voilà. Selon tous les experts, la position tout de suite, était à peu près. H5, on menace de prendre le pion H4. Donc là, maintenant, Kramnik joue le coup tour A2, il n'y a plus... les menaces dont tu parlais, Éloi, puisque maintenant il va y avoir roi H2 et en cas de tour F1, il y a roi G3. Enfin, il peut y avoir roi G3, mais non, en cas de cavalier prend. Il peut pas y avoir roi G3. Non, il peut pas y avoir roi G3, pardon. Mais effectivement, dans la suite de la partie, en cas de cavalier prend, maintenant il y aura roi G3. C'est-à-dire la variante qu'on a signalée. Imaginons échec, roi H2, et maintenant tour F1. Maintenant il y a cavalier prend E6. Et là, c'est plus du tout la même histoire, parce qu'après cavalier prend F2,
Maintenant, on peut s'échapper. On peut s'échapper, par exemple. Ou alors, on peut... en tout cas, on n'est pas obligé de revenir comme tout à l'heure, où le pion empêchait la fuite du roi. Oui, et puis il faut dire aussi au passage que... Oui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Alors, ici, donc pion prend H4, a choisi de jouer donc, oui, le roi est monté, voilà, roi H2. Là, Topalov, maintenant, n'a plus de plan, vraiment. Il joue roi H5, il revient avec le roi. Voilà. Une des seules idées de Topalov, c'est de transférer la tour sur la colonne G. Il transfère cette tour sur la colonne G. Ici. Ouais. Parce qu'il y aurait un échec. Voilà, tour G2, de cavalier prend F2. C'est exactement presque mat. Donc, c'est la seule idée de Topalov, mais pour le moment, ça ne marche pas. Parce que attend. Voilà, si par exemple Topalov joue un coup comme tour B8. Tour B8. Voilà, on fait qui prend E6. Et maintenant, sur tour G8, on dispose de cavalier F4 qui tient toute la maison. Cavalier F4 et tient la fameuse case. Très important. Voilà, très important. Donc là, Topalov va essayer de ruser pendant quelques coups pour essayer de ramener sa tour sur la colonne G, qui est quand même un plan qui est très très menaçant. Donc tour C2, roi H6, tour A2. Donc Kramnik attend, on voit bien que c'est nul. Roi G6, c'est toujours nul. Topalov continue à jouer. Tour C2. Roi F5. Alors, on ne sait pas trop où il va, Topalov. Kramnik attend, il dit moi je vois rien. Et puis Topalov, il continue à gagner, il veut essayer de gagner. Donc il a défendu son pion aussi, ici, Stéphane. Il a défendu avec le roi. Voilà. Et maintenant il joue tour B5. Il veut peut-être arriver à passer là, des fois, peut-être plus tard. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il est en train de se dire. Cavalier C6 pour Kramnik. Tour B7, bah, ça y est, il est dit, ça y est, Topalov, il dit je vais pouvoir pénétrer la case G7 et la case G2. Et la tour échec, c'est une pointe de Kramnik. C'est pas encore vraiment une pointe, mais c'est le seul coup. C'est-à-dire qu'il faut jouer ça. Roi G6. Roi G6. Tour A2, il défend. Voilà. Et là, il y a plus, on contrôle plus la colonne. Voilà. Donc là, tout va bien pour Topalov. Il peut répéter les coups, jouer roi F5. Mais là, D5. Alors oui, roi H5, ça commence à être un micro. Voilà, ça commence à être un micro problème. Truc. Et là, Kramnik, ça y est, perce au centre un peu. Il veut essayer de simplifier la position. Et là, Topalov essaie de garder les pions. Oui, il faut signaler comme Stéphane que E prend D5 à la place de E5. C'est-à-dire que quand même, le coup principal dans cette position, c'est pion prend D5. Oui. Enfin, le coup qui a l'air principal. Bien sûr. Et maintenant, après qu'il y ait D4, qui est l'idée, c'est-à-dire qu'on n'a plus de pion en D4. Voilà. On va prendre le pion F3. On va prendre le pion F3 avec un pion de plus. Ouais, tout à fait. Donc ici, c'est pas bon. Donc il a bien réagi, Topalov, il a joué E5. Encore tout ça pour museler ce cavalier. C'est une défense indirecte, en fait, le coup. Bien sûr, une défense indirecte du pion F3, bien parce sûr. que le cavalier blanc ne peut plus s'aventurer par là-bas. Tout à fait. Tour A4 maintenant. Attaque le cavalier. Ça, c'est un joli coup, ça, ouais. Tour A4, voilà. Attaque le cavalier. Sur cavalier prend F2, on voit que le roi vient en G3. Et prend ensuite le pion F3. Voilà, mais c'était encore tout à fait jouable. Ici, il n'y a pas 36 solutions, comme on dit, Stéphane. Si on bouge le cavalier, il y a le roi qui monte en G3. Il faut prendre F2. Mais voilà, donc il a joué F5, Veselin Topalov. Et là, c'est la gaffe. C'est la gaffe. Voilà, ça y est. Donc il craque. À force de vouloir gagner, Topalov craque. Il oublie. Tout simplement, c'est la fatigue finalement. C'est lui qui se prend son propre jeu. C'est un petit peu ça, ouais. On ne sait pas ce qu'il a oublié, mais... Et là, il a tout simplement oublié. Cavalier prend E5, et ça y est, c'est terminé. Le pion F3 va tomber. Il n'a pas oublié qu'il prend E5, mais je sais pas ce qu'il a... On ne sait pas exactement ce qu'il a raté. Une hallucination, ça arrive. Exactement. À ce niveau-là, ça arrive, même à ce niveau-là. Ce qu'il faut signaler, Stéphane, c'est important, après tour A4, le seul coup est cavalier prend F2, roi G3, oui. Et maintenant la pointe, c'est E4. Voilà. On donne le cavalier. Exactement. Après, roi prend. On fait échec. Il y a échec. Et là, il y a perpétuel. Donc maintenant, on peut tenter roi E1, échec encore. Échec quand même. Le roi revient. Oui. Il faut empêcher ce pion d'avancer. Puisque si le roi ne revient pas, c'est-à-dire si on joue roi D2, eh bien, il y aura F2. Il y a F2. Le pion, il va à dame. Et ensuite dame. Donc ici, après, roi G3, E4, roi prend F2, tour B2, échec. La seule tentative, c'est roi. Voilà, il y a une autre tentative qui est roi G3. Roi G3. Qui est une autre possibilité, parce que roi G1, c'est pareil, on continue à mitrailler d'échecs sur ces deux cases-là. Tout à fait. Le roi qui se déplacera sur une de ces trois cases. Ouais, mais ça serait une gaffe. Et après, roi G3, tour G2, échec. Tour G2, échec. Et là, il n'y a pas le le roi choix. doit monter, et hop, F2. Menace dame. Menace dame. La tour doit venir s'interposer. Et maintenant, tour G1. Tour G1, et voilà. Et on ne peut plus empêcher la dame. La tour est attaquée. Et si on prend la tour, évidemment, c'est pion prend tour avec dame. Et là, c'est gagné. Donc là, ici, après tour A4, il a vraiment craqué. Cavalier prend F2 faisait nul grâce à cette petite astuce que nous venons de voir. Oui. Et après, le coup F5, et bien maintenant, c'est une question de technique pour Vladimir Kramnik. Cavalier prend F5, tous les pions de Topalov s'écroulent. Donc là, il est ravi Kramnik. Alors là, oui, Kramnik ensuite a conclu. On peut regarder rapidement les derniers coups. Tour B2. Je ne sais pas ce que Topalov a. Donc il va essayer de squeezer un peu l'adversaire, mais non, il n'a pas peur. Kramnik, il défend en fait son pion F2. Il prend même plus ce pion. Maintenant, il va faire la différence avec son pion passé. Oui, là on voit que le prochain coup de Vladimir Kramnik, c'est tour D4. La tour qui défendra le cavalier en D3. Voilà, tour ici, et pour pousser le pion. Pour pousser le pion, et ça défend le cavalier D3. Tout à fait. Il n'y a plus de solution. Maintenant, toutes les pièces blanches sont extrêmement fortes. Donc tour B7, Topalov empêche ce pion d'avancer. Tour D4 quand même. Voilà, on veut pousser le pion, très certainement. Tour B6.
D6, ça y est, le pion pousse. Attention, il est en prise, puisqu'il est en prise du cavalier et de la tour. Donc il n'y a pas le choix, Topalov, il faut le prendre, puisque 2-7 menace avec dame. Donc il faut prendre. Mais maintenant, le cavalier n'est plus en E4, le roi revient. Voilà, le roi revient, et on va prendre le pion, et ça fait 2 pions de plus. Donc on va vite terminer par cavalier E4, roi F3, roi G5, H4 échec. H4 échec, une petite pointe supplémentaire. Sur roi prend H4, on fera cavalier C5. Cavalier C5. Avec 2 pions de plus en finale de tour, gagnant tout de suite, instantanément. Roi F6. Tour D5, mais là, Kramnik, il est vraiment sur son terrain, toutes ses pièces sont trop bien placées. Non, mais là, 2 pions de plus en finale, tour cavalier, c'est perdu. Topalov a craqué. Échec. C'est incroyable dans cette partie. Échec. C'était la nouvelle de cette première partie. Topalov, craquage de Topalov. Donc il y a quelques coups de jouer, voilà, on voit Kramnik qui replace ses pièces toujours pour attaquer le pion F5. Maintenant le pion F5 va tomber. H5 échec, roi F7, voilà, le pion tombe. Cavalier D1 encore une fois, et là cavalier 2, voilà, qui empêche toute pénétration, la tour D5, et ça va être... Ici c'est terminé, le cavalier D1 ne peut plus être défendu, il n'y a attaqué. plus que tour B1. Tour B1. Donc il a abandonné dans cette position-là. Ouais, tour B1, il a cavalier D4. Cavalier D4, ensuite on va prendre... Tour F5, roi G3, on défend F2. Tour prend F5, c'est terminé. C'est terminé, ça fera 3 pions de plus. Donc voilà. Ici, première partie quand même spectaculaire. Spectaculaire, donc là Topalov, à la limite, il donne des je sais pas, enfin, comme on dit, il donne le bâton pour se faire battre, hein, en fait. Hein. Alors, je ne dirais pas ça, parce que Topalov commence régulièrement ses tournois par des défaites. Oui, c'est vrai aussi. Il faut qu'il chauffe, quoi. C'est un diesel. Sauf à Saint-Louis. Sauf à Saint-Louis, où il a commencé par 6,5 sur 7, qui est quand même le résultat le plus impressionnant qu'on ait vu dans l'histoire des échecs, pratiquement. Donc Topalov est un peu un diesel dans certains tournois, par exemple au tournoi MTEL, il avait commencé en perdant des parties, mais il a fini avec un 3,5 sur 4 je crois, ou quelque chose comme ça. On va voir la suite évidemment sur la prochaine émission, on va quand même revoir cette dernière image de Kramnik, tout est expliqué maintenant, qu'il est content, il a déclaré à la conférence de presse évidemment qu'il est heureux d'avoir gagné cette partie et que bon, mais il ne méritait certainement pas de la gagner, mais bon, comme on l'a vu, de toute façon, il ne méritait pas de la perdre non plus. Hein. Il a bien joué, il a quand même bien joué. Bonne partie, donc Topalov aurait dû prendre la nulle, il a voulu forcer son destin, résultat, il a pris une bulle, il est dominé pour l'instant. Suite du match lors de cette deuxième partie, à très bientôt sur Diagonale TV.